Il existe un endroit au plus profond du Grand Canyon qui, pour le peuple Hopi, ne représente pas seulement une ouverture entre les rochers. Il marque le passage entre les mondes. Selon des traditions préservées à travers les générations, c'est dans cette région que les ancêtres auraient émergé vers le monde actuel. Non pas d'un village lointain, non pas d'un autre continent, mais des profondeurs de la Terre elle-même. Le lieu est connu sous le nom de Sipapuni. Il est lié à la confluence des rivières Colorado et Petit Colorado, dans l'une des zones les plus impressionnantes et spirituellement importantes du canyon. Mais que signifie réellement cette histoire ? Ne serait-ce qu'un simple récit symbolique sur l'origine, le renouveau et la survie. Pourrait-elle conserver la mémoire d'anciennes migrations ? Ou bien le Grand Canyon possède-t-il des grottes, des vestiges et des espaces encore peu connus qui ont contribué à façonner cette tradition ? La réponse est plus complexe que l'affirmation populaire selon laquelle les Hopi savaient ce qui vivait sous le Grand Canyon. Car lorsqu'on sépare les traditions authentiques des histoires ajoutées par la suite, on trouve quelque chose de bien plus intéressant. On trouve un canyon dont les roches enregistrent près de 2 milliards d'années, des milliers de vestiges archéologiques, d'innombrables cavités naturelles, et un paysage sacré lié à l'histoire de différents peuples autochtones. Et l'on trouve également un article publié au début du XXe siècle sur une prétendue cité souterraine, remplie d'artefacts d'une civilisation inconnue. Cette nouvelle circule encore sur Internet, mais peut-elle être vérifiée ? Pour comprendre le véritable mystère Hopi des profondeurs du Grand Canyon, il nous faudra séparer 3 récits qui, avec le temps, ont fini par se mêler comme s'ils n'en formaient qu'un seul. L'histoire géologique du canyon, la tradition d'émergence des Hopi, et la légende moderne d'une civilisation cachée dans les roches. C'est précisément dans la différence entre ces 3 récits que commence le mystère. Vu d'en haut, le Grand Canyon ressemble à une immense blessure ouverte à la surface de la planète. Il s'étend sur environ 446 km. À certains endroits, il atteint 29 km de large. Et, dans sa partie la plus profonde, la distance entre le bord et les zones inférieures dépasse 1800 mètres. On pourrait y empiler plus de 5 tours Eiffel, l'une sur l'autre, dans cette seule profondeur. Mais l'échelle n'est pas la seule chose impressionnante. Les parois du canyon fonctionnent comme les pages d'un livre géologique. Certaines des roches exposées dans la région intérieure se sont formées il y a près de 2 milliards d'années. Au-dessus apparaissent des couches qui enregistrent d'anciennes mers, des déserts, des environnements côtiers et des transformations survenues bien avant l'apparition des êtres humains. Le canyon lui-même, pourtant, est bien plus jeune que les roches qu'il traverse. L'explication géologique la plus admise indique que le fleuve Colorado a commencé à creuser son passage dans la région il y a environ 5 ou 6 millions d'années. Peu à peu, le fleuve et ses affluents ont retiré d'énormes volumes de matière, exposant des couches jusqu'alors enfouies. C'est comme si une lame avait tranché en deux toute une bibliothèque, permettant d'observer chaque étage en même temps. Pour un visiteur moderne, ce paysage est généralement présenté comme une œuvre extraordinaire de la nature. Pour les peuples autochtones liés à la région, il s'agit également d'un territoire ancestral. Aujourd'hui, 11 communautés tribales reconnues entretiennent des relations historiques et culturelles avec les terres du Grand Canyon. Parmi elles figurent les Hopi, les Havasupai, les Hualapai, les Zuni, les Navajos et différentes communautés Paiutes. C'est important car le Grand Canyon n'était pas un paysage vide attendant l'arrivée d'explorateurs. Bien avant les routes, les hôtels, les points de vue et les expéditions scientifiques, des groupes humains parcouraient déjà ces rives, traversaient ces vallées, cultivaient les terres proches de l'eau, construisaient des habitations et attribuaient des significations aux rivières, aux montagnes et aux ouvertures dans la roche. Les vestiges humains les plus anciens retrouvés dans le parc ont près de 12 000 ans. Depuis, différents groupes ont utilisé et occupé la région.
Les archéologues ont identifié des outils en pierre, des fragments de céramique, des structures résidentielles, des espaces cérémoniels, des figurines faites de petites branches, des zones de culture et des constructions associées aux peuples pueblos ancestraux. Des milliers de ressources archéologiques ont déjà été répertoriées. Malgré cela, seule une petite partie de l'ensemble du parc a fait l'objet de relevés intensifs. Cette information est souvent utilisée de manière trompeuse. Certains disent que si seule une petite portion a été étudiée, alors n'importe quelle civilisation imaginée pourrait être cachée dans le reste. Mais ce n'est pas ce que signifie cette donnée. Elle signifie simplement que le Grand Canyon est immense, difficile à parcourir et archéologiquement riche. De nouveaux vestiges peuvent être découverts. Des cavités naturelles peuvent encore être documentées. Des sites utilisés autrefois peuvent rester inconnus de l'archéologie moderne. L'inconnu est réel, mais l'inconnu ne confirme pas automatiquement n'importe quelle hypothèse. Et c'est précisément ici qu'il faut établir une distinction fondamentale. Le véritable lien entre les Hopis et le Grand Canyon ne dépend pas de la découverte d'une cité secrète. Il apparaît déjà dans le paysage, dans les routes traditionnelles, dans les sites archéologiques et dans les histoires transmises par les différents clans. Un exemple concret se trouve près du bord sud du canyon. Là se trouvent les ruines d'un petit village aujourd'hui connu sous le nom de Tusayan Pueblo. Les preuves indiquent que sa construction a débuté vers la fin du XIIe siècle. Le site comportait des habitations, des objets domestiques et une structure circulaire connue sous le nom de kiva. Les personnes qui vécurent dans celui-ci et dans d'autres villages de la région font partie de l'histoire ancestrale des communautés Hopi et Pueblo actuelles. Le lien n'est donc pas seulement mythologique. Il existe un lien culturel et historique démontrable. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi l'idée d'une émergence depuis les profondeurs est devenue si importante. Pour cela, il faut s'approcher du lieu qui occupe le centre de tout le récit, la confluence des deux rivières. Dans une région reculée du Grand Canyon, les eaux bleutées du Petit Colorado rencontrent le cours plus sombre du fleuve Colorado. Vu d'en haut, les deux courants semblent rester séparés pendant quelques instants. Une ligne de couleurs différentes traverse l'eau jusqu'à ce que les deux rivières finissent par se mêler. Le paysage est visuellement extraordinaire. Mais son importance ne se limite pas à l'esthétique. Pour différents peuples autochtones, la confluence possède des sens spirituels qui lui sont propres. Dans les traditions liées aux Hopis, cette zone est associée au Sipapuni, le lieu d'émergence vers le monde actuel. Ce récit ne doit pas être réduit à la phrase selon laquelle les Hopis croient que des êtres vivent sous le Grand Canyon. Cette formulation transforme une tradition complexe en une histoire de créatures cachées. Ce qui apparaît dans les récits publics est différent. Dans une explication consignée par le Service national des parcs lui-même, l'artiste et membre du peuple Hopi Gerald Dawavendewa décrit l'existence de mondes antérieurs. Selon le récit qu'il a reçu, le troisième monde se serait corrompu. L'humanité a dû trouver un passage vers le monde suivant. Le Grand Canyon est symboliquement associé à cette entrée. Après l'émergence, différents groupes auraient suivi diverses directions. Chaque clan a préservé des histoires liées à ses propres voyages, aux lieux visités et aux chemins parcourus. Mais il existe un détail essentiel. Dawavendewa lui-même précise qu'il ne parle pas au nom de tous les Hopis. Différents clans peuvent conserver des versions, des interprétations et des trajectoires qui leur sont propres. Cela change complètement la manière dont nous devons aborder le sujet. Nous ne sommes pas face à un unique livre sacré contenant un récit fixe et identique pour tous. Nous sommes face à une tradition orale, vivante, transmise par des communautés et des clans ayant leurs propres histoires. Certaines parties sont partagées publiquement. D'autres appartiennent à des contextes religieux et cérémoniels spécifiques. Et certains savoirs
n'existe pas pour satisfaire la curiosité de personnes extérieures. Cette limitation ne rend pas la tradition moins importante, bien au contraire. Elle empêche qu'une histoire vivante soit réduite à une simple pièce d'un puzzle conspirationniste. Ce que l'on sait publiquement, c'est que l'émergence possède un sens central. Les mondes antérieurs représentent donc des étapes de l'existence. Le passage vers le monde actuel implique transformation, responsabilité et une nouvelle manière de vivre. Dans certaines interprétations, la corruption du monde antérieur ne signifie pas seulement une destruction physique. Elle peut représenter une rupture morale, sociale ou spirituelle. L'humanité ne quitte pas le monde antérieur parce qu'elle a trouvé un territoire plus confortable. Elle doit partir parce que l'ordre de ce monde n'était plus soutenable. Cette différence est importante. L'émergence n'est pas seulement une fuite, c'est un renouveau. Mais il existe un détail matériel qui rapproche cette cosmologie de l'architecture. Dans les constructions pueblo ancestrales, on trouve les kivas, des espaces souvent circulaires et partiellement souterrains, utilisés pour des activités communautaires et cérémonielles. À l'intérieur de certaines kivas se trouve un petit orifice creusé dans le sol, près de la zone centrale. Cet orifice est appelé sipapu. Il n'a pas besoin de conduire à un passage secret. Dans de nombreux cas, il s'agit simplement d'une petite ouverture symbolique. Sa signification est liée au lieu de l'émergence. Imaginez entrer dans un espace cérémoniel, situé sous le niveau du sol. La lumière extérieure disparaît. Le toit referme l'environnement. L'accès se fait par une ouverture supérieure, souvent au moyen d'une échelle. Sur le sol, un petit orifice représente le passage du monde antérieur. En haut, la sortie mène vers le monde éclairé. L'architecture elle-même transforme l'idée d'émergence en une expérience physique. Le participant n'écoute pas seulement une histoire sur le fait de remonter des profondeurs. Il entre dans un espace souterrain, puis retourne à la surface. Comparez à présent cette petite ouverture dans le sol d'une kiva à l'échelle gigantesque du Grand Canyon. D'un côté, un orifice qui tient dans une pièce, de l'autre, un paysage s'étendant sur des centaines de kilomètres, des parois immenses et des rivières qui disparaissent entre les roches. Les deux fonctionnent comme des représentations d'un même passage vertical, du bas vers le haut, d'un monde antérieur vers le monde actuel, de l'obscurité vers la lumière. Mais il existe un problème. Cette ressemblance symbolique ne prouve pas qu'une communauté ait littéralement vécu dans une civilisation souterraine. Elle ne prouve pas non plus que l'histoire soit née uniquement de l'imagination. Elle montre que la relation entre paysage, architecture et mémoire est bien plus profonde qu'une simple légende inventée pour expliquer un trou dans le sol. Les histoires peuvent organiser la relation d'un peuple à son territoire. Elles peuvent indiquer des chemins, marquer des lieux sacrés, préserver le souvenir de migration et enseigner comment une communauté comprend sa propre existence. L'archéologie travaille avec des murs, des outils, des restes de nourriture, de la céramique et des traces laissées dans le sol. La tradition orale préserve des noms, des relations, des significations et des événements interprétés par les générations suivantes. Ces deux formes de connaissance ne sont pas identiques, mais elles n'ont pas non plus besoin d'être traitées comme des ennemis. À Tusayan Pueblo, par exemple, l'archéologie identifie des habitations, des ustensiles et une kiva utilisée il y a environ 800 ans. Les communautés descendantes aident à comprendre pourquoi ces structures n'étaient pas de simples pierres organisées sur le terrain. L'objet matériel renseigne sur la manière dont les gens construisaient. La tradition aide à expliquer pourquoi certains espaces avaient de l'importance. Et c'est ici que l'affaire devient plus intrigante encore. Car le Grand Canyon ne possède pas seulement des structures archéologiques proches de la surface. Ses parois contiennent un nombre considérable de grottes et d'abris naturels. Alors, dans quelle mesure le paysage réel a-t-il pu influencer le langage des mondes souterrains? L'explication la plus prudente semble simple. Le Grand Canyon est profond. Ses parois contiennent des grottes. Les peuples qui vivaient dans la région connaissaient ces espaces. Un récit d'émergence souterraine
aurait donc pu naître naturellement du paysage lui-même. Cette hypothèse est raisonnable. Une grande partie des grottes du Grand Canyon se trouve dans des formations calcaires. Pendant d'immenses périodes, l'eau a pénétré dans les fractures de la roche, dissolvant lentement la matière et creusant des cavités. Certaines sont petites, d'autres s'étendent en profondeur. Beaucoup ont servi de refuge à des animaux et ont préservé des vestiges extraordinaires. Dans des grottes sèches, des chercheurs ont retrouvé des restes de plantes, d'anciens nids de rongeurs, des ossements et même des preuves d'animaux disparus ayant habité la région pendant la dernière ère glaciaire. L'une de ces cavités a préservé d'importants dépôts laissés par des paresseux géants, incluant de la matière organique capable de révéler à quoi ressemblait l'environnement du canyon il y a des milliers d'années. Il existe donc réellement un monde préservé dans les profondeurs des roches. Mais il est paléontologique et géologique, non pas une cité égyptienne avérée. Malgré tout, l'explication purement géologique laisse une question en suspens. Pourquoi l'émergence n'apparaît-elle pas simplement comme une histoire de grotte? Pourquoi est-elle liée à une géographie sacrée, à des trajectoires de clans, à des espaces cérémoniels et à une vision cyclique du monde? Une réponse possible est que ce lieu n'a pas seulement servi d'inspiration visuelle, il a fonctionné comme un point de repère pour l'identité, le territoire et la mémoire. Pour les visiteurs modernes, le Grand Canyon peut être un paysage observé pendant quelques heures, puis laissé derrière soi. Pour les communautés traditionnellement liées au canyon, il fait partie d'un réseau de relations qui inclut les rivières, les plantes, les lieux cérémoniels, les chemins, les histoires de migration et la présence ancestrale. Le canyon n'est pas seulement un décor où se déroule une histoire, il participe à l'histoire. Mais cette réponse équilibrée reçoit rarement autant d'attention qu'une cité secrète remplie d'objets impossibles. Et c'est précisément une histoire de ce type qui a émergé au début du XXe siècle. En avril 1909, le journal Arizona Gazette a publié un article sur une prétendue découverte au Grand Canyon. Le texte affirmait qu'un explorateur nommé Kincaid avait trouvé une vaste cavité artificielle dans une zone reculée du canyon. À l'intérieur se trouveraient des couloirs, des chambres, des objets métalliques, des statues, des armes et même des momies. L'architecture et les artefacts étaient décrits comme présentant des liens avec des cultures d'Égypte et d'Asie. L'expédition aurait bénéficié du soutien de l'institution smithsonienne. Si cela avait été vrai, il se serait agi de l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire de l'Amérique du Nord. Le problème, c'est qu'aucun ensemble vérifiable de preuves n'est jamais apparu. Il n'existe aucune collection publique d'artefacts provenant de cette prétendue grotte. Il n'existe aucune documentation archéologique fiable démontrant la fouille. L'institution smithsonienne a déclaré ne posséder aucun registre confirmant cette histoire et a rejeté l'allégation selon laquelle elle aurait participé à l'expédition décrite. L'article du journal a continué d'être répété, tandis que le lieu exact demeurait inconnu. Au fil des décennies, l'absence de preuves a été réinterprétée comme une preuve de dissimulation. Si les objets ne se trouvaient pas dans un musée, on disait qu'ils avaient été cachés. Si l'entrée n'était pas retrouvée, on disait qu'elle avait été refermée. Si les noms de l'expédition n'apparaissaient pas dans les archives, on disait que les registres avaient été effacés. Ce type de raisonnement crée une histoire impossible à vérifier. Toute absence finit par fonctionner comme une confirmation. Mais il existe un détail encore plus important. L'histoire de la prétendue grotte égyptienne n'est pas une tradition Hopi. Elle est née dans un journal du début du XXe siècle et a ensuite été associée aux récits autochtones, aux grottes naturelles et aux zones d'accès restreints du Grand Canyon. Avec le temps, des éléments séparés ont été combinés. La tradition Hopi parlait d'émergence, la géologie offrait de véritables grottes. L'archéologie enregistrait des milliers de vestiges. Le journal présentait une cité souterraine.
et les restrictions d'accès à certaines zones étaient interprétées comme un signe de dissimulation. Lorsque toutes ces parties sont assemblées sans contexte, une narration irrésistible naît. Les Hopis savaient que quelque chose vivait sous le Grand Canyon. Un explorateur a trouvé l'entrée. L'institution smithsonienne a retiré les objets. Et le gouvernement a fermé la région. C'est une histoire parfaite pour susciter la curiosité. Mais une histoire parfaite n'est pas nécessairement une histoire vraie. Le point le plus intrigant est que nous n'avons pas besoin de cette conspiration pour reconnaître qu'il existe encore des questions légitimes. Seule une portion limitée du canyon a été étudiée de manière intensive. De nouveaux sites archéologiques peuvent encore être identifiés. De nombreuses grottes demeurent difficiles d'accès. Et la relation entre les traditions orales, les lieux sacrés et les mouvements historiques des différents clans est bien plus complexe que ce qu'aucun titre ne peut résumer. Le véritable mystère ne consiste pas à prouver l'existence d'une cité égyptienne cachée. Il consiste à comprendre comment le paysage, la mémoire et l'histoire humaine sont devenus inséparables. Lorsqu'on examine attentivement la tradition de l'émergence, au moins 4 interprétations principales apparaissent. La première est l'hypothèse symbolique. Selon cette lecture, les mondes antérieurs n'ont pas besoin de représenter des lieux physiques existant réellement sous la surface. Ils peuvent décrire différentes conditions de l'humanité. Un monde se corrompt. L'ordre antérieur prend fin. Un petit groupe survit ou trouve un chemin. La vie recommence sous de nouvelles responsabilités. Cette structure apparaît dans différentes traditions humaines. Les récits de destruction, de passage et de renouveau aident les communautés à réfléchir sur les crises, les comportements et leurs conséquences. Dans ce cas, la profondeur ne serait pas une adresse géographique. Elle serait une condition antérieure de l'existence. L'émergence vers la surface représenterait le début d'une nouvelle étape. C'est l'interprétation la plus prudente, car elle n'exige ni civilisation souterraine, ni catastrophe précise, ni découverte archéologique inconnue. Mais il existe une deuxième possibilité. La tradition pourrait avoir été façonnée par l'expérience directe du paysage. Les habitants de la région connaissaient les grottes, les abris rocheux, les canyons latéraux, les sources et les espaces construits sous le niveau du sol. Ils connaissaient également la différence radicale entre l'environnement du bord et celui du fond du canyon. Descendre ne signifiait pas seulement marcher vers une altitude plus basse. Cela signifiait traverser différentes températures, végétation, sources d'eau et formations rocheuses. En un seul trajet vertical, une personne pouvait traverser des environnements semblant appartenir à des régions très éloignées les unes des autres. Le Service national des parcs compare cette variation écologique à un voyage du Mexique jusqu'au Canada. Imaginez à présent cette expérience sans carte moderne, sans explication géologique et sans la vue aérienne dont nous disposons aujourd'hui. Chaque descente révélerait un autre monde. Chaque remontée serait un retour. Dans cette interprétation, le langage des mondes superposés ne surgit pas de nulle part. Il se rapporte à un paysage où les changements verticaux sont visibles, physiques et extrêmes. Cela ne signifie pas que la tradition ne soit qu'une tentative primitive d'expliquer la géologie. Cela signifie que la géographie peut fournir le langage à travers lequel une communauté exprime des idées sur l'origine, la transformation et l'ordre. La troisième interprétation est historique. Les récits d'émergence et de migration peuvent préserver, sous une forme culturelle, le lien entre les Hopis et les territoires ancestraux du Sud-Ouest. L'archéologie démontre que des communautés pueblo ancestrales ont construit des villages, des kivas et des zones de culture aux abords du Grand Canyon. Les styles de construction, les objets domestiques et les pratiques cérémonielles relient ces sites à une histoire plus vaste, dont les peuples pueblo actuels sont les descendants. Cela ne prouve pas chaque détail d'un récit oral. Mais cela montre que la relation des Hopis avec la région n'a pas été créée récemment pour expliquer un phénomène naturel. Elle est liée à une présence ancestrale concrète. Le Grand Canyon est à la fois lieu d'origine, territoire de passage, espace sacré
est partie d'une histoire vivante. La quatrième possibilité est plus intrigante, bien que beaucoup plus difficile à démontrer. Certains récits sur des mondes antérieurs pourraient conserver des souvenirs lointains de crises réelles, des sécheresses prolongées, des changements environnementaux, des conflits, des déplacements de population ou l'abandon de certains villages pourrait, au fil des générations, prendre une forme plus large. Une communauté quitte un lieu parce que la vie y est devenue impossible. Des siècles plus tard, cet événement peut être retenu non pas simplement comme le départ d'un village, mais comme la fin d'un monde. Cette hypothèse ne prouve pas que la tradition Hopi décrive une catastrophe précise. Elle ne permet pas non plus de choisir un événement archéologique et de déclarer qu'il fut à l'origine du récit. La transmission orale ne fonctionne pas comme un enregistrement intact. Chaque génération conserve, interprète et applique l'histoire dans son propre contexte. Malgré cela, cette idée mérite attention. Car, pour une communauté, la fin du monde ne signifie pas nécessairement la destruction de la planète. Elle peut signifier la disparition complète du mode de vie qui existait auparavant. Une ville abandonnée peut être la fin d'un monde. Une migration forcée peut être la fin d'un monde. La perte d'une source d'eau peut être la fin d'un monde. L'arrivée d'un nouveau peuple ou d'une nouvelle maladie peut être la fin d'un monde. Le problème est que cette hypothèse soulève une autre question. Si les histoires préservent des souvenirs historiques, comment distinguer le souvenir d'un événement réel d'une structure symbolique? Ce n'est pas toujours possible. L'archéologie peut déterminer quand une région a été occupée ou abandonnée. Elle peut étudier les restes de nourriture, le bois, la céramique et les constructions. Elle peut vérifier les changements climatiques et les déplacements de population. Mais elle ne peut pas exhumer directement la signification qu'une histoire possédait pour chaque génération. En revanche, la tradition peut préserver des relations qui n'apparaissent pas dans un fragment de céramique. Elle peut se souvenir qu'un lieu était sacré. Elle peut relier un clan à un chemin. Elle peut expliquer pourquoi une ouverture dans le sol représente bien plus qu'un simple élément architectural. C'est dans cette rencontre imparfaite entre l'objet et la mémoire que l'investigation devient la plus intéressante. Ce même schéma apparaît dans un autre grand mystère du monde antique. Sur l'île de Crète, l'histoire du Minotaure décrit une créature enfermée dans un labyrinthe impossible à quitter. Pendant longtemps, ce récit n'a été considéré que comme un mythe. Mais la découverte de complexes palatiaux, de couloirs, d'espaces souterrains et de cultes liés au taureau a soulevé une question inévitable. Le labyrinthe pourrait-il préserver le souvenir transformé d'un lieu réel? Cela ne signifie pas que le Minotaure ait existé, tout comme la tradition Hopi ne prouve pas l'existence d'habitants inconnus sous le Grand Canyon. Mais cela montre que les mythes n'ont pas besoin d'être des reportages littéraux pour conserver des liens avec des paysages, des constructions et des événements. Parfois, la question la plus féconde n'est pas de savoir si cela s'est produit exactement comme on le raconte. La question est de savoir quelle expérience réelle a rendu cette histoire aussi significative pendant si longtemps. Et, dans le cas du Grand Canyon, il existe un détail presque invisible qui rapproche le territoire, l'architecture et le récit de l'émergence. Ce détail se trouve dans le sol d'une kiva. Ce n'est pas une statue. Ce n'est pas une inscription mystérieuse. Ce n'est pas une porte de pierre. C'est simplement une petite ouverture. Le Sipapu peut paraître insignifiant à quiconque observe rapidement une ruine. Dans bien des cas, il est plus petit que les autres éléments de la structure et ne mène à aucun grand passage. Mais sa signification transforme la lecture de tout l'espace. La kiva est une construction partiellement souterraine. Le Sipapu représente le lieu de l'émergence, et la sortie supérieure ramène vers le monde extérieur. Ainsi, le récit ne demeure pas seulement dans les mots, il est répété par l'architecture. Le petit orifice dans le sol et l'immense point d'émergence associé au Grand Canyon existent à des échelles complètement différentes,
mais expriment une même orientation. Le monde actuel se trouve en haut. Le passage vient d'en bas. C'est pourquoi rechercher une porte secrète littérale peut nous éloigner de ce qui se trouve déjà sous nos yeux. L'ouverture importante n'a pas besoin d'être assez grande pour qu'une foule la traverse physiquement. Elle doit simplement être capable de représenter un passage. La même chose se produit dans de nombreuses constructions religieuses. Une porte peut représenter l'entrée dans une autre condition. Un escalier peut symboliser l'approche du ciel. Une chambre souterraine peut représenter la mort, la préparation ou la renaissance. L'architecture transforme des concepts invisibles en mouvements que le corps peut réellement vivre. Dans le cas des kivas, descendre, demeurer dans l'espace intérieur, puis remonter à la surface, peut renforcer le récit de l'émergence de façon bien plus puissante qu'une simple explication. Mais il existe une autre différence presque toujours ignorée. Le Sipapuni et le Sipapu ne doivent pas être traités simplement comme des noms de grottes qu'il faudrait localiser au moyen d'expéditions. L'un est lié à un paysage sacré associé à l'émergence. L'autre apparaît comme la représentation de ce passage à l'intérieur de certains espaces cérémoniels. La relation la plus importante n'est pas nécessairement souterraine au sens physique. Elle est symbolique, territoriale et rituelle. Cela aide à comprendre pourquoi la question de savoir ce que les Hopis disaient vivre sous le Grand Canyon peut être trompeuse. Elle pousse le spectateur à imaginer des créatures, des survivants ou une civilisation attendant dans des tunnels. Mais la tradition publiquement connue parle d'origine, de passages et de mondes antérieurs. La différence peut sembler minime. En réalité, elle change tout. Lorsqu'on retire les créatures inventées, le mystère ne disparaît pas. Il devient plus humain. Comment une communauté conserve-t-elle la mémoire d'un lieu pendant des siècles? Comment tout un paysage devient-il partie intégrante de l'identité d'un peuple? Comment une petite ouverture dans une construction parvient-elle à reproduire, à échelle réduite, la géographie d'un canyon gigantesque? Et combien d'autres ruines n'ont-elles été interprétées que comme de simples murs, parce que les chercheurs ne comprenaient pas encore les histoires qui leur étaient associées. Pendant longtemps, le récit populaire du Grand Canyon a mis en avant explorateurs, géologues, touristes et grands projets d'ingénierie. Les voix autochtones ont souvent été reléguées au rang de simples éléments décoratifs du paysage. Mais, pour les peuples liés au canyon, l'histoire n'a pas commencé lorsqu'un explorateur a écrit à son sujet. Le territoire possédait déjà des noms. Il possédait déjà des chemins. Il possédait déjà des lieux d'origine. Il possédait déjà des souvenirs. C'est peut-être là le détail le plus important de tous. Le véritable mystère n'a pas été caché dans une salle secrète. Il est resté visible, mais a été interprété à travers le mauvais point de vue. Alors, que reste-t-il vraiment derrière le mystère Hopi des profondeurs du Grand Canyon? Ce que l'on sait avec certitude, c'est que la région possède une longue histoire humaine. Les vestiges archéologiques les plus anciens remontent à près de 12 000 ans. Des peuples pueblos ancestraux ont construit des habitations et des espaces cérémoniels à proximité du canyon. Les communautés Hopi actuelles préservent des relations culturelles, historiques et spirituelles avec ce paysage. On sait également que la confluence des rivières Colorado et Petit Colorado est liée au Sipapuni, le lieu d'émergence vers le monde actuel au sein des traditions Hopi partagées publiquement. Les kivas offrent une correspondance matérielle impressionnante. Dans leur sol, le Sipapu représente le passage du monde antérieur. L'architecture transforme l'idée d'émergence en une expérience concrète de descente et de retour. La géologie, de son côté, confirme que le Grand Canyon possède de nombreuses grottes et espaces naturels. Certains ont préservé des vestiges d'animaux, de plantes et d'environnements disparus. Mais il n'existe aucune preuve fiable d'une cité égyptienne découverte dans le canyon.
l'histoire publiée en 1909 n'a été confirmée par aucun artefact, aucun registre archéologique, ni aucune documentation institutionnelle vérifiable. Et les traditions Hopi ne doivent pas être confondues avec cette légende moderne. Ce qui demeure en suspens est plus subtil. Dans quelle mesure les récits de mondes antérieurs préservent-ils des souvenirs d'anciennes migrations, de changements environnementaux ou de transformations sociales? Quelle part du langage de l'émergence a été façonnée par l'expérience physique des grottes, des kivas et des canyons? Et combien de significations de sites archéologiques demeurent-elles encore incomplètes parce que nous n'observons que les pierres, sans écouter les communautés qui entretiennent des relations vivantes avec ces lieux? Peut-être n'existera-t-il jamais de réponse unique. Et peut-être que chercher une réponse unique est justement l'erreur. Les histoires des différents clans n'ont pas besoin de fonctionner comme des chapitres identiques d'un même livre. Elles forment une mémoire composée de chemins, de lieux, de symboles et d'expériences distinctes. Le Grand Canyon demeure un paysage géologique gigantesque, mais il demeure aussi un lieu d'origine, une frontière entre les mondes, un territoire où le passé n'est pas seulement enfoui dans les roches, mais préservé dans la relation entre les personnes et les lieux. Et cette conclusion nous conduit vers un autre mystère. De l'autre côté du monde, un ancien récit décrit une créature cachée dans une construction si complexe que personne ne parvenait à en trouver la sortie. Pendant des siècles, le labyrinthe du Minotaure ne fut considéré que comme une invention. Jusqu'à ce que des ruines, des couloirs et des symboles associés au taureau commencent à révéler une histoire bien plus difficile à séparer du mythe. Si le Grand Canyon peut transformer un passage entre les mondes en mémoire culturelle, ne serait-il pas possible que le labyrinthe du Minotaure ait lui aussi été inspiré par un lieu réel? C'est là notre prochaine enquête. Car parfois, les mythes ne dissimulent pas la vérité. Ils en préservent la forme la plus ancienne.